puis voilà, le dossier justement, est tombé en parlant d'euro, vous êtes chef de parti. On sait que dans nos pays, gérer un parti politique, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de moyens. Où est-ce que vous puisez vos moyens pour gérer votre parti et ensuite pour gérer votre vie? Et on parle aussi de beaucoup de biens immobiliers et d'un parc automobile assez impressionnant. D'où tirez-vous vos revenus? Non, je n'ai que les revenus aujourd'hui du maire de Fatick. Bon. En dehors de ça, je vis de quelques épargnes qui se sont amenuisées d'ailleurs, parce que ça fait quand même 3 ans que je gère un parti d'opposition, ce qui n'est pas simple. Je dois quand même dire, il faut que nous soyons un peu plus sérieux. J'ai, avant même l'alternance, été ingénieur de formation. J'ai travaillé dans une société nationale où, à l'époque, avant l'alternance, j'avais un salaire supérieur à 650 000. Ou en tout cas 550, 600 000, autour de ça. Depuis lors, je n'ai pas eu par mois moins de 2 millions, 3 millions et demi, puis 4 millions à partir de 2004, jusqu'à ma sortie en 2008. Par mois. Sans parler à partir de 2004 de fonds politiques auxquels j'ai droit en tant que Premier ministre. Donc si je suis capable d'aider les gens, je dois quand même pouvoir être en mesure de trouver un logis. Et lorsque j'ai quitté mes fonctions en tant que président de l'Assemblée nationale, aussi incroyable que cela puisse paraître, j'avais 2 maisons, mais elles n'étaient pas en mesure de me recevoir, parce qu'elles étaient petites. Donc celle que j'habite ici à Fenêtre-Mermoz, il a fallu 1 an et demi pour la transformer, en mettre un niveau au-dessus. Et j'ai loué, entre-temps, à Fan Résidence, une villa où j'ai habité. C'est là où on m'a convoqué, etc. Donc, quand même, je crois que Macky Sall doit pouvoir avoir une maison à Fenêtre-Mermoz. Tous ceux qui habitent là-bas, ils n'ont pas de parcours supérieur ou meilleur pour pouvoir habiter décemment, pour que moi, on remette en cause, avec tout le parcours que j'ai fait, ma possibilité de devoir habiter dans une maison décente. Il faut arrêter. On parle de parc automobile. Quel parc automobile? Tout mon parc, en dehors d'un véhicule, je l'avais déjà été en Premier ministre. C'est des véhicules qui ont 5-6 ans d'âge. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'affabulation sur ce sujet. Je pense que nous avons une brigade qui lutte contre l'enrichissement illicite. Ben, ils n'ont qu'à le faire. Maintenant, sur l'activité politique, j'ai des amis sénégalais, pontins, qui contribuent, des militants, pour certains, pour la plupart. D'autres, ils ne sont pas militants, mais ils soutiennent notre cause. Tantôt, tout à l'heure, avant de venir, quelqu'un m'a remis 1000 litres de carburant en appui, en me tourné dans votre déplacement. On sait, un autre, c'est 2-3 millions, parce que nous savons que, bon, c'est difficile l'opposition. Ça, c'est des choses qui arrivent. Plus maintenant d'autres qui sont là, qui financent les activités sur place. Et nos militants, quand même, depuis la diaspora jusqu'ici, c'est eux qui prennent en charge. Hier, j'étais à une cérémonie avec les ressortissants de Matam, ils ont fait un dîner devant, mais c'est eux qui prennent en charge. Ce n'est pas l'APR, ce n'est pas le président du parti, je n'ai pas de moyens pour financer tout cela. Mais nous sommes dans un parti et nous avons montré à nos militants que l'enjeu de la victoire ne réside pas dans la question des moyens. Sinon, en 2000, le PDS n'aurait jamais eu le pouvoir face au Parti socialiste, qui avait tout. Et pourtant, ils l'ont mis au second tour, puis ils l'ont battu. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas de soucis. Si quelqu'un maintenant a des reproches à me faire concrètement sur ma gestion ou sur mes avoirs, il n'a qu'à le faire. Je permets à tout le monde de s'intéresser à cela. Vous venez d'évoquer vos amis. On m'a parlé d'une maison à Houston, je dois quand même préciser. C'est vrai, la seule propriété que j'ai à l'étranger, en dehors du Sénégal, c'est un appartement donc à Houston que j'ai acquis en 2002-2003. Par prêt que je continue à payer jusqu'en 2017. Puisque la maison coûtait, pour tout dire, 120 millions et c'est un crédit. Voilà, j'ai avancé 30 000 dollars à l'époque, comme on dit down payment, et le reste c'est sûr, et c'est la location qui paye. Voilà. Une fois que derrière n'est pas loué, il faut que je me débrouille pour payer 1000 dollars ou 1200 dollars. Voilà. Donc vraiment, il ne faut pas qu'on invente des choses qui n'existent pas pour ternir l'image. Je ne suis pas un homme riche, je ne suis pas un homme pauvre, Mangi Santial. Voilà. Vous venez d'évoquer vos amis de Matam. Justement, il y a des gens, tort ou à raison, qui disent que l'APR est un parti ethniciste. Que répondez-vous à ces accusations? C'est des accusations fallacieuses qui sont dénudées de tout fondement. C'est des arguments vraiment de faible esprit. Parce que pourquoi voulez-vous que l'APR soit un parti ethniciste? Pourquoi? Parce que Macky Sall est un poulard. Moi, je suis un poulard, je suis né à Fatick.
Je milite à Fatick, je suis un responsable chez les Sérères qui vont adopter, accepter, responsabiliser. Dans notre parti, la direction, vous n'allez même pas voir un polar. Vous avez Aline Badara Sissé qui est le coordonnateur, Mbaye Ndiaye, directeur des structures, Moustapha Cisselo, Moustapha Diakhaté, Mahmoud Saleh, Desmarem Badian. Où sont les polars? Il faut arrêter ces histoires-là. Ensuite, ceux qui le disent, ce sont les gens du PDS. Mais quand moi j'étais là-bas au PDS, pour faire la campagne avec le chef de l'État, dans sa voiture, de Dagana à Matam, c'est lui qui me remettait les micros pour parler à mes parents. Il disait, Bandrabe, votre fils, c'est un homme, Macky Sall va parler avec vous. Et je parlais en polar. Pourquoi ils n'ont pas dit que je faisais de l'ethnicisme? Mais il faut arrêter. D'abord, c'est de la stigmatisation contre un certain nombre de langues. Et ce n'est pas juste. L'autre jour, j'ai beaucoup apprécié à Koloban, quand Mamadou Lamine Diallo a parlé Socé. Mais c'est normal, c'est une langue nationale, comme le Wolof. Et lorsque Robert Sagna a parlé Diola, mais j'aurais parlé polar ce jour, on va dire, voilà, la paire, les ethnicistes. Attends, il faut arrêter. Moi, ce débat-là ne me bloquera pas. Je n'ai pas de souci, je n'ai pas de problème par rapport à cette critique, parce qu'elle est non fondée. Ne repose sur rien du tout. Aujourd'hui, qu'à Thiès, Idriss Seck récolte le soutien des Thiessois, des Caïriens, personne n'a à dire. Moi-même à Fatick, personne ne dit rien quand je gagne Fatick. On ne va pas dire que c'est de l'ethnicisme, mais dès qu'on parle de Matam ou que je me rende à Matam, on dit qu'il fait de l'ethnicisme. Il faut arrêter. C'est un débat injuste. Et de toute façon, qui ne me bloque pas dans mon développement. Pour revenir à la question politique, aujourd'hui vous êtes dans la coalition Benno Siggil Sénégal. Oui. Il y a un problème qui se pose. Benno Siggil Sénégal parle maintenant de candidat de l'unité et de rassemblement. Avant, les gens parlaient de candidature unique. Vous êtes dans ce Benno. Est-ce qu'en tant que libéral, vous n'êtes pas à l'étroit à Benno Siggil Sénégal? Je ne suis absolument pas à l'étroit à Benno Siggil Sénégal. Il faut que les choses soient très claires. Notre adhésion à Benno a été libre. Et nous travaillons vraiment la main dans la main avec nos partenaires. Moi, avant, c'est vrai qu'avec le Parti Socialiste, moi, en tant qu'ancien libéral, il faut dire que ce n'était pas évident. Mais on a appris à travailler avec Ousmane Tanordien, à enlever ces barrières, qui sont des barrières d'incompréhension. Mais nous n'avons aucun problème avec aucun parti au sein de Benno. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un débat se pose, même à l'intérieur d'un même parti, les gens n'ont pas les mêmes points de vue. On débat pour essayer de trouver des convergences. Et à Benno, nous travaillons selon le consensus. C'est le principe même qui guide, n'est-ce pas, le fonctionnement de ce cadre organisationnel, de ce cadre unique. Lorsqu'il s'est agi de la question de la candidature, il y a eu des partis naturellement qui ont prôné la candidature unique de l'unité, du rassemblement. Il faut pour cela faire une transition qui permettrait, dans cette période, de passer du régime actuel vers un régime de type parlementaire. Mais ils sont libres. Nous, on est libres aussi de dire qu'on ne partage pas ce point de vue, parce qu'il ne nous paraît pas pertinent. Nous sommes libres. Nous, pour nous, le régime sénégalais n'a pas de problème. Ce n'est pas parce que Abdoulaye Wade viole la Constitution qu'il en fait ce qu'il veut que nous devons jeter l'eau, le bébé et l'eau du bain. Cette Constitution, le Sénégal, depuis 1963, quasiment, a évolué sous Senghor, sous Diouf, puis sous Wade, avec une constitution plus ou moins similaire, qui donne un régime équilibré. C'est un régime parlementaire d'ailleurs tempéré, puisque nous avons des notions essentielles où le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale et devant le président de la République. Donc c'est un régime tempéré. Ce régime n'est pas en doute. Aujourd'hui, si en 2009, les résultats des locales étaient des résultats législatifs, d'élections législatives, le gouvernement serait un gouvernement de Benno. Donc, en 2012, après la présidentielle, il peut arriver que le président qui soit élu n'ait pas la même majorité que l'Assemblée nationale, auquel cas il ne formera pas de gouvernement. Donc, cette constitution n'a pas de problème. On peut l'améliorer. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut voir là où nous devons renforcer des dispositions constitutionnelles en faveur du pouvoir législatif, en faveur du pouvoir judiciaire. On peut améliorer, par exemple, la constitution du Conseil constitutionnel. On peut faire en sorte même, et moi, notre parti y réfléchit, que les membres du Conseil constitutionnel, au lieu d'être 5, qu'on puisse les porter à 7, que le président puisse en désigner 2 ou 3, que l'Assemblée en désigne 3, ainsi de suite, que les magistrats eux-mêmes
puisse désigner 2 ou 3. Et nous pourrons évoluer. Ça, c'est des réformes possibles. Mais dire que non, c'est le régime parlementaire ou rien, mais nous, on n'est pas d'accord. On ne peut pas nous imposer des points de vue comme ça. Mais cela n'empêche que nous sommes Benno et Benno nous resterons. La preuve, lorsqu'on a voulu porter atteinte à la souveraineté populaire avec cette loi constitutionnelle et cette fameuse majorité à 25%, tout le monde s'est retrouvé pour dire non à cette violation et ça ne passera pas. Donc, nous travaillons ensemble, nous sommes ensemble avec le mouvement des forces vives et je crois qu'il n'y a absolument aucun problème. Mais beaucoup disent que la guérilla urbaine qui a eu lieu à Dakar pendant ces moments-là, c'est des jeunes de l'APR qui ont mis le feu au pays. Non, comment ça les jeunes de l'APR ont mis le feu au pays? Vous me faites rire d'ailleurs. Parce que nous, les jeunes de l'APR ne sont pas des pyromanes. Nous ne les avons pas formés à la pyromanie. Hein? Ces jeunes ont pris une part active dans le combat du peuple pour la défense de sa souveraineté. Est-ce que ce n'est pas un héritage que vous avez rapporté du PDS? Pardon? Ce n'est pas un héritage que vous avez rapporté du PDS dans l'opposition maintenant? Ce n'est pas l'héritage, mais quelque part, il y a eu des pratiques du PDS. Parce qu'il y a une partie qui vient du PDS comme moi. Donc, ils sont venus peut-être avec leur méthode de guérilla urbaine. Oui, ça a dû nous servir d'ailleurs pour connaître l'adversaire et aussi savoir comment se battre avec lui à bon escient. Mais encore une fois, ce qui a été en jeu, c'est que les jeunes de l'APR, tout comme les jeunes de l'opposition et les jeunes du mouvement citoyen, ont tous travaillé pour une mobilisation exceptionnelle, non seulement le 23 juin, mais aussi le 23 juillet. Et vous avez vu que le 23 juillet, il n'y a pas eu une seule vitre cassée. Donc les gens, ils savent manifester s'il le faut. Mais quand on les contraint à la violence, ou quand on veut les violenter, ils résistent. D'ailleurs, nous avons des jeunes à Pikine qui ont créé ce qu'ils appellent les marrons du feu. Le terme peut paraître violent, non. Mais c'est des marrons du feu qui ont comme devise alerte, protection et riposte. Donc ça leur donne d'ailleurs le APR. Mais ce n'est pas des va-t-en-guerre. Nous essayons aussi de les former pour qu'ils comprennent leur mission citoyenne, mais qu'ils soient au service du peuple. Et nous avons créé, à ma demande, ce qu'on appelle des UVO, des unités de vigilance opérationnelle, dans chaque commune et dans chaque communauté rurale. Cela nous donne, nous, APR, une capacité organisationnelle. Mais ça, c'est un langage militaire, c'est un langage de guerrier, ça. C'est un langage, oui, vous savez, l'art militaire est un art la stratégie est un art militaire. La politique aussi emprunte souvent la bataille, le terrain. Donc, on emprunte beaucoup des militaires, mais ce n'est pas les armes, non. Mais on doit pouvoir avoir une stratégie d'occupation du terrain. Et ça, nous l'avons fait et nous sommes en train de massifier. Aujourd'hui même à Kaolack, les jeunes sont en train de montrer leur UVO. C'est des vigies de la démocratie et c'est des sentinelles qui doivent défendre quand même et sécuriser le vote, c'est important. On va parler d'autres jeunes. Je veux faire allusion à ceux du mouvement Y en a marre, oui, qui ont récemment fait l'actualité pendant le 23 juin et aussi avec l'arrestation du rappeur Tchad. Ne pensez-vous pas un peu que l'émergence de ces Y en a marristes, comme ils s'appellent eux-mêmes, constitue une sorte de concurrence pour les appareils politiques traditionnels? Mais d'abord, le mouvement Y en a marre est un mouvement qu'il faut respecter, je pense. C'est un mouvement qui est issu d'un long processus, en réalité, du mouvement hip-hop, qui a pris naissance et qui a connu son amplitude aussi déjà avant même l'alternance. Rappelez-vous du groupe PBS, Positive Black Soul, avec DJ Awadi et Degouti, avec aussi des chansons très fortes. P-Froiss, avec Kouman, et il y a eu le Daradji, il y a eu énormément de groupes qui ont évolué sur la scène avec un type de langage nouveau. Et ça, il faut que les hommes politiques l'acceptent, que les autorités politiques l'acceptent. Déjà, on rappelle que, je pense qu'il y avait un mouvement parmi le groupe rap qui disait à l'époque, je ne sais pas si c'est P-Froiss, que dinañ dem palais génne fa salte bi fa nekk. C'était Kouman. C'était Kouman. Du P-Froiss. C'était quand même très fort. Sama lama la dinañ dem palais génne fa salte bi fa nekk parlant du régime socialiste. Pourtant, ils n'ont pas été mis à la digue ou enfermés. Donc, Tchad, du groupe Y en a marre, après tout ce processus, qui d'ailleurs s'est un peu sénégalisé, parce qu'au début, c'était PBS, Positive Black Soul, c'était des noms à consonance fortement américains.
aujourd'hui, c'est vrai, il y en a marre, c'est un terme français, mais moi, d'affadoy. Il y en a marre, vous avez des jeunes comme Malal Tala, Fou Malade, vous avez d'autres dans les quartiers les plus reculés du Sénégal, à Pékin. J'ai moi-même des jeunes rappeurs dans le parti, quelqu'un comme Koko Bagas, un autre à Touba, donc qui s'appelle Baïfalou Kergui ou Baïfalou Dekebi. C'est un phénomène de société. Donc il faut le mettre dans ce contexte, ne pas donner outre mesure une dimension que ce mouvement n'a pas, ou en tout cas, ils ne sont pas subversifs. Le régime a peur. C'est vrai que le langage peut gêner, mais il faut savoir que le monde a bougé. Mais ils sont on n'est plus en 1920. Ils sont dans le monde a bougé. Donc il faut accepter leur langage. Mais seulement, je leur demande eux aussi de tenir compte des conflits de génération et parfois de moduler, de tenir compte qu'en fait, les anciens doivent pouvoir peut-être évoluer, mais eux aussi... Ils sont dans un champ qu'on ne voit pas souvent au Sénégal. C'est sur le champ de l'éthique, sur le champ de la morale. Oui. Alors qu'en politique au Sénégal et aujourd'hui, les gens considèrent que c'est un milieu où la morale et l'éthique n'ont pas le droit de citer, où la transhumance est devenue pratiquement un phénomène décrié par les Sénégalais. Aujourd'hui, on peut dire ceci, demain on dit Wawakhet, après demain on est à la paire, demain on est au Parti démocratique sénégalais. C'est ce phénomène-là, cette éthique, cette dimension de la gestion saine des ressources éthiques sur ce plan-là qui travaillent les jeunes. Et ce n'est pas un danger pour les partis politiques. Heureusement, les jeunes travaillent sur l'éthique. Mais je dois dire que l'éthique, c'est une exigence pour tout le monde. Et nous travaillons absolument sur ce credo, puisque nous pensons qu'on peut faire de la politique en étant éthique, en vivant des valeurs de dignité et en respectant sa parole. Parce que pourquoi voulez-vous que la politique ne soit pas un milieu où il y aurait de l'éthique? À chaque fois qu'on dit, on se dédie. Finalement, comment on peut vous faire confiance? La politique, c'est d'abord le respect aussi de la parole donnée. On peut l'arrober, la parole, on peut faire de la rhétorique comme on veut, tourner des formules, mais il faut que l'essence quand même reste le respect de la parole donnée. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, ces jeunes, ils ont leur langage, ils travaillent sur l'éthique, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de menace sur les partis, parce que de toutes les façons, la conquête du pouvoir, c'est l'affaire des partis politiques, avant tout. Même si les citoyens viennent sur la sphère politique. Mais c'est les partis qui ont été élevés à la dignité de conquête du suffrage, et donc de conquête du pouvoir. Maintenant, la société doit évoluer. Il faut aussi que les politiques respectent la société civile. Parce qu'elle, même si elle n'est pas dans les mêmes formes de combat, elle a un apport extrêmement qualitatif. Si je prends par exemple aujourd'hui l'apport de notre société civile sénégalaise sur les problèmes de gouvernance, sur les problèmes d'éthique, mais c'est un apport fécond, extrêmement utile pour transformer positivement notre société de demain. Donc il faut une combinaison entre les politiques par rapport à leur manière de faire, leur embrigadement militant, parce que la politique aussi c'est l'embrigadement quelque part. Et cette partie société civile qui a plus de liberté dans le temps, mais qui agit sur des créneaux extrêmement utiles pour notre pays, puisque le développement du Sénégal passera, j'en suis convaincu, par l'éthique, la bonne gestion, la bonne gouvernance et également le fait que ceux qui ont des mandats publics doivent rendre compte. Ça, c'est incontournable. Partout ailleurs dans le monde, c'est ce qui permet au pays d'avancer, à la démocratie de se consolider et au développement de devenir une réalité. Le président de la République a promis 100 000 emplois pour la jeunesse. Avez-vous, vous, une politique que vous pouvez adopter pour résorber le chômage des jeunes qui constitue quand même une catastrophe dans ce pays et un boulot d'étranglement pour l'économie? Mais je vais revenir sur cette promesse du chef de l'État. Mais je pense que le Sénégal, je voudrais d'ailleurs partager avec vous, je me suis amusé en mettant le Sénégal, c'est un pays de jeunes. Et on peut avoir un anagramme sur le mot Sénégal en inversant les lettres, on a la jeunesse. La jeunesse, oui. Donc, Sénégal, la jeunesse. Et il se trouve que quand vous prenez la pyramide des âges, c'est un pays extrêmement jeune. Les moins de 18 ans, moins de 25 ans, je dirais, ils sont majoritaires dans ce pays. Il n'y a aucune perspective à eux offerte. Notre vocation doit être principalement de donner un avenir à notre jeunesse. En quoi faisant?
D'abord en assainissant les bases de notre économie. Parce que c'est l'économie qui donne les emplois, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement a une portion très réduite, c'est la portion congrue. Donc si le président dit je vais donner 100 000 emplois, alors que le marché de l'emploi chaque année reverse 200 000 jeunes. 200 000. Entre 2005 et 2010, la population active est passée quasiment de 5 700 à 7 300 000. Population active, c'est-à-dire celle qui est normalement en mesure ou dans des dispositions pour travailler. Je travaille. Cela donne un taux d'accroissement de l'ordre de 202 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché chaque année. Mais lorsque les 202 000 arrivent, parfois sans formation, parfois avec des formations inadaptées, sans formation professionnelle, ils vont trouver le contingent de l'année d'avant, qui s'est sédimenté avec d'autres contingents. Donc, on voit que le taux de chômage, il est même difficile dans ces conditions de l'évaluer. À cela, il faut ajouter le sous-emploi. Je pense que nous pouvons, avec une politique volontariste, assainir les bases de notre économie pour permettre à l'économie sénégalaise d'avoir une croissance positive, sortir des taux de croissance de l'ordre de 3,5% à des taux au moins de 7-8% dans un délai de 7 ans et après aller vers des taux à 2 chiffres dans un horizon de 10 à 15 ans. Cela est tout à fait possible. D'abord, il faut pour cela lutter farouchement contre la corruption, premier facteur. Il faut ensuite stabiliser et lutter contre l'inflation par une politique rigoureuse de contrôle des prix. Une fois que l'inflation est maîtrisée, une fois également que les bases, l'environnement des affaires est assaini, l'environnement juridique, l'environnement économique, rendre compétitive notre économie en nous appuyant sur des secteurs productifs qui vont eux-mêmes être les secteurs par lesquels l'emploi va être généré. Est-ce possible dans un pays qui n'a pas de courant? Est-ce que c'est possible? L'énergie, l'agriculture, d'abord, premier secteur, l'industrie, avec l'agro-industrie, les secteurs de TIC, les technologies de l'information et de la communication, donc les télécoms, qui à eux seuls font 12% du produit intérieur brut. Et on peut aller bien au-delà. S'il y a plus de transparence dans la gestion de ce secteur, on pourra booster donc des secteurs qui vont eux-mêmes générer. Mais cela n'est pas possible si on a un rouille-camage permanent. Une énergie électrique non distribuée. Vous parlez de rouille-camage, vous avez été ministre de l'Énergie. Oui, absolument. Est-ce que vous n'avez pas une part dans la catastrophe énergétique que nous vivons aujourd'hui? Non, non. J'ai une part, j'assume ma part de gouvernance. J'ai été ministre, vous vous rappelez à quelle époque? Entre 2001, mai 2001 et août 2003, ministre de l'Énergie. Je ne pense pas qu'à cette période-là, même si par moment il y a eu des délestages, qu'on ait vécu le calvaire que nous vivons. D'abord, première chose, les Wolofs disent tomber, moi, waral aïgaf. Moi, je suis tombé avec d'abord l'inauguration de Manantali. C'est nous qui l'avons mise en service. Nous avons mis en service le gouvernement. Là, vous me parlez, donc c'est d'abord le bilan du gouvernement avant d'être un bilan personnel. Mais ma personne, en tant que ministre, nous avons mis en service quand même la C4 du Cap des Biches, les centrales de Bel-Air, et nous avons mis un certain nombre de choses. Bien sûr, nous n'avions pas résolu définitivement cette crise structurelle du secteur de l'énergie. Le problème de notre électricité et de notre système, c'est que d'abord, nous avons un système presque fondé sur le tout thermique, c'est-à-dire une électricité produite à partir de la combustion de produits pétroliers, à l'exception de ce qui nous vient de Manantali, par le système hydroélectrique. Et cela coûte cher. D'abord, puisque nous avons différents types de centrales, dont certaines sont très, très énergétivores, c'est-à-dire consomment un fuel, un combustible extrêmement cher. Et c'est là où je suis contre sur certaines dispositions du plan TACAL. Le plan en lui-même est un plan conçu par les Sénégalais, d'abord, avant d'être endossé par des cabinets étrangers, et ce sont nos cadres, à la Sénélec, dans le secteur, dans la commission de régulation, qui évolue dans le secteur, qui ont fait un diagnostic tout à fait juste, qu'il faut restructurer le système de production, d'abord de distribution et de transport. Il faut pour cela
réhabiliter un certain nombre d'ouvrages complètement vétustes. Je pense que Plan Takkal en prend en charge certains, avec d'ailleurs des financements de l'AFD de l'ordre de 40 milliards, 50 milliards de la Banque mondiale. Il faut aussi mettre de nouvelles capacités additionnelles, mais utilisant un combustible raisonnable, tel que le fioul. Mais ils ont mis 70 mégawatts. 70 mégawatts ou 110 milliards pour la production, 70 milliards pour la production de 150 mégawatts en location. Ça, c'est du gâchis. 650 millions de francs CFA par mois. 650 milliards, c'est le coût... 650 millions de francs CFA par an, par mois. Par mois, voilà, en combustible. Le coût global de Takkal, c'est 650 milliards sur 3 ans. Rien que sur l'année 2011, tous les budgets ont été coupés et c'est 365 milliards. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 365 milliards? En dehors des centrales qu'il faut construire, ça prendra du temps. Mais il faut parler aux Sénégalais, leur dire voilà ce que nous allons faire. Nous allons augmenter les capacités productives. Et pour avoir une énergie bon marché, il nous faut ce type de centrale. Sa construction doit prendre 2 ans. Donc d'ici 2 ans, nous allons souffrir. C'est ça le discours de vérité. Au lieu d'aller louer des groupes tous azimuts qui vont mettre du gasoil, ce n'est même pas du kérosène. Puisque le kérosène, certaines turbines à gaz l'utilisaient, c'est comme un avion en déplacement. Vous voyez le coût. Mais le véhicule, c'est encore plus cher. Quand des groupes vont utiliser du gasoil pour fabriquer des mégawatts, c'est insensé. Mais seulement le pouvoir n'a pas le courage de regarder les Sénégalais et de leur dire attendez encore 2 ans. Mais il devait pouvoir, sur la base d'une politique transparente, indiquer les solutions durables et dire nous y sommes, voilà, tout est clair, et surtout laisser les acteurs exécuter. Mais les marchés sont faits par la présidence de la République, via le ministère de l'Énergie aussi, qui loue les groupes, qui lance des appels d'offres. Mais les acteurs, eux, finalement, ils croisent les bras. Et résultat des courses, même ce matin, je lisais dans la presse, on sort des sociétés de gardiennage pour mettre des gendarmes. Bon, on crée des problèmes partout. Alors qu'on aurait pu avoir une meilleure gestion dès lors qu'autant de ressources vont être injectées, mais tout ce qui va être des ressources, disons, de fonctionnement, vraiment, c'est de l'argent parti en fumée. Donc, Plan Takkal, tal na suñu milliards, te lamp yi tàkkuñ. Donc, loolu moo fi am. Voilà. Et je pense que nous pourrons faire mieux avec aussi l'interconnexion des réseaux et surtout la production de l'hydroélectricité à travers l'OMVS. C'est la chute qu'a trouvé le Premier ministre Macky Sall. L'émission est terminée. Nous recevons, si on en parlait aujourd'hui, M. Macky Sall, l'ancien Premier ministre du Sénégal et en même temps aujourd'hui président de l'APR, l'Alliance pour la République. Cette émission a été animée par Barkaba et Alassane Samba Diop. Bon dimanche à tous.